épisode spécial Halloween tant attendu. Bienvenue à notre épisode spécial Halloween tant attendu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, il y a juste deux hôtes. Mais pour l'occasion, nous nous sommes transformés. Oubliez Fiacre et Dali. Aujourd'hui, appelez-nous Fiacre Einstein et Dali Potter. Appelez-nous Fiacre Einstein et Dali Potter. Dali est avec moi en studio. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui, Dali? Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va en fait toucher à 4 grands mystères qui sont vraiment fascinants puis même effrayants qu'on va retrouver dans la nature. Donc on va parler de toiles d'araignée, du comportement étrange des corbeaux face à la mort, de la région du cerveau qui gère notre peur, puis aussi le dernier, ça va être une surprise. Alors accrochez-vous, éteignez la lumière si vous osez. Vous écoutez Ça part en science ou plutôt Ça part en frisson. Avant de commencer, on voulait simplement vous avertir que cet épisode est avant tout pour vous divertir. Donc, même si on s'est basé sur des sources scientifiques qui sont fiables pour faire la recherche de nos sujets, on doit quand même faire la mention que les sujets qui sont abordés ne sont pas directement liés à nos domaines d'études et donc qu'on n'est pas des spécialistes de ces sujets-là. On va évidemment vous donner accès en description à ce balado à toutes les sources qu'on a utilisées pour que vous puissiez justement vous-même approfondir le sujet si jamais le cœur vous en dit. Avez-vous déjà remarqué à quel point il était facile de briser une toile d'araignée? Elles sont si légères, si fragiles. Mais détrompez-vous, le fil qui compose les toiles d'araignée, c'est beaucoup plus résistant qu'on pourrait le penser. Et c'est ce qu'on retrouve dans les écrits scientifiques. En effet, les études nous démontrent qu'à poids égal, les toiles d'araignée pouvaient absorber 20 fois plus d'énergie que l'acier. C'est vraiment beaucoup, mais il faut faire attention. Je dis bien à poids égal, vraiment à poids égal. Car une toile d'araignée, c'est beaucoup plus léger que l'acier, bien sûr. Si je vous demandais de donner un coup dans une toile d'araignée ou dans un morceau d'acier, c'est sûr que vous avez déjà fait votre choix. C'est sûr que vous n'allez pas donner un coup dans l'acier. Mais c'est très subtil. Si on compare par exemple 1 kg de toile d'araignée avec 1 kg d'acier, c'est à ce moment-là qu'on observerait que les toiles d'araignée absorberaient beaucoup plus de choc que l'acier. Oui, et d'ailleurs, il existe une compagnie au Michigan, aux États-Unis, qui s'appelle Craig Biocraft Technologies, qui sont en collaboration avec l'Université du Wyoming, qui justement s'intéresse à créer des matériaux à base de toiles d'araignée. Donc, vous savez, par exemple, actuellement, la plupart des gilets pare-balles sont faits avec ce qu'on appelle du Kevlar, mais il a été démontré que les toiles d'araignée pouvaient absorber 3 fois plus d'énergie que le Kevlar. Donc, peut-être qu'un jour, nos policiers vont porter des gilets pare-balles faits en toile d'araignée. Je ne voudrais pas vraiment penser à ça. Mais c'est quand même très fascinant d'imaginer ce principe-là. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu saurais comment les chercheurs arriveraient à produire d'aussi grandes quantités de toiles d'araignée? Est-ce qu'il existerait, par exemple, des élevages d'araignées pour produire des toiles d'araignée? En fait, non. Ça serait impossible de créer des genres d'élevage d'araignées parce que les araignées, c'est des cannibales. Donc, c'est pas rare de voir, par exemple, les mamans araignées manger leurs petits ou vice-versa. Donc, c'est un petit peu répugnant, mais c'est la raison pour laquelle on peut pas faire ça. Le mieux que les compagnies de biotechnologie ont pu trouver comme solution, c'est d'utiliser les protéines qui composent la soie des toiles d'araignée. Et plutôt que les faire produire par les araignées elles-mêmes, vont les faire produire par certains types de vers ou bien d'autres petits organismes. Donc, la prochaine fois que vous voyez une toile d'araignée, peut-être chez vous, souvenez-vous à quel point c'est un matériau terriblement efficace et qu'un jour, peut-être, je dis bien peut-être, que les agents de la Sûreté du Québec se protégeront avec des toiles d'araignée. Pour notre prochain sujet, en fait, je me suis rappelé un souvenir que j'ai eu il y a environ 1 an. Donc, j'étais assise calmement à mon bureau au laboratoire, j'étais en train de travailler. Puis là, soudainement, j'ai entendu des corneilles en train de crier, de croasser. Ça arrive assez fréquemment qu'on entende ça, et c'est un peu leur moyen de communication. Mais cette fois-là, je trouvais que c'était assez différent. Ils étaient plusieurs en train de crier avec des sons vraiment assez intenses, assez effrayants. Donc, j'ai décidé de justement lever mes yeux, de regarder par la fenêtre qu'est-ce qui se passait. Puis c'est là que j'ai vu une scène qui était assez marquante. Donc, j'ai vu une dizaine de corneilles qui tournaient tout alentour de quelque chose qui était au sol, qui était immobile. Puis cette chose-là, c'était une corneille qui était morte. À ce moment-là, je me suis souvenue d'une chronique que j'avais déjà lue dans une revue d'actualité scientifique qui disait que les corneilles et les corbeaux avaient des tendances à faire des sortes de funérailles, un petit peu comme chez les humains. Alors dis-moi, Fiacre Einstein, est-ce que tu sais exactement pourquoi les corneilles et les corbeaux font ce genre de choses?
En fait, la plupart des cervidés qui constituent la grande famille où l'on retrouve des corneilles et des corbeaux vont répondre fortement quand un des leurs va mourir. Et si un seul se met à croisser, ça attire un peu toute la gang dans la zone, comme on dirait. Donc, ils vont tous se mettre à crier pendant 15 à 20 minutes avant de se disperser. Et pendant ces 15 à 20 minutes, il y a environ 30 à 40% de corbeaux qui vont essayer de toucher l'autre. Un peu, ces contacts-là sont assez variables. Ils vont essayer peut-être de se toucher, mais de façon vraiment variable. Ça peut être des petits coups de bec, ça peut être aussi des réactions très agressives, jusqu'à déchiqueter l'oiseau en morceaux pour s'assurer qu'il est vraiment mort. Ce que je dis a été observé par la doctoresse Kelly Swift, une chercheuse spécialiste en cervidés à l'Université de Washington aux États-Unis. Elle a également réalisé d'autres tests avec ces corbeaux qui sont assez effrayants, je peux le dire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus d'Harry Potter? Oui, en fait, il y a une étude qui a été faite pour justement voir le comportement des corbeaux face à leurs congénères qui sont morts. Puis ils ont ajouté à ce moment-là un paramètre qui est assez important, qui est la présence ou non d'un humain. En fait, pour vous donner un petit peu à quoi correspondait l'expérience, en fait, l'expérience est faite en extérieur, donc dans des espaces urbains. Puis ils ont fait passer dans la rue un humain seul et ensuite un humain qui se tenait près d'un corbeau mort, qui était mort là, naturellement, je vous rassure, que les chercheurs avaient récupéré justement un peu avant l'expérience. Et en fait, l'humain, justement, il restait là quelques minutes avant de partir. Puis en fait, les corbeaux, ça leur permettait d'un petit peu d'observer la scène. Puis ce qui est fascinant dans cette expérience-là, c'est qu'ils ont fait repasser les humains au même endroit quelques jours et même quelques semaines après. Puis quand c'est l'humain qui était resté près du corbeau mort qui repassait, bien les corbeaux se mettaient justement à croisser très, très fort et de manière très intense. Et ça, même 6 semaines après l'expérience. Mais ce que tu me dis là est très intéressant. Mais là, est-ce que ça voudrait dire que les corbeaux et les corneilles auraient une mémoire? C'est exactement ça. Non seulement les corneilles et les corbeaux vont avoir une mémoire, mais surtout une mémoire visuelle qui est très, très fine, notamment justement dans la reconnaissance des traits du visage. Parce que justement, dans cette expérience-là, les corbeaux n'arrivaient pas à reconnaître les humains qui avaient porté un masque pendant l'expérience. Même s'ils ont passé près du corbeau en premier puis qui étaient repassés après, s'il y avait un masque, mais ils n'ont pas réussi à reconnaître. Donc ça prouve vraiment que les corbeaux, les corneilles, c'est vraiment le visage qu'ils vont reconnaître et pas par exemple la gestuelle, des choses comme ça. Petit conseil spécial Halloween, si vous passez près d'un corbeau mort dans la rue, n'oubliez pas de cacher votre visage, sinon les corbeaux pourraient vous en vouloir pendant longtemps. Je dis bien longtemps. Donc on en profite aussi pour donner cette ressource, le site internet Corvid Research, qui sera en description de ce balado, qui est un blog hébergé par la doctoresse Swift, qui publie des informations sur la recherche qu'elle fait sur les cervidés. C'est une belle ressource à découvrir aussi. Pour notre troisième sujet, on va partir un petit peu sur une mise en situation. Donc, mettez-vous justement dans la tête de quelqu'un qui aurait un super pouvoir, celui de ne jamais avoir peur. Donc, que vous soyez dans une maison hantée ou justement devant un film d'horreur qui est vraiment effrayant, peu importe, vous n'allez même pas ressentir une petite frayeur. Même à la vue de serpents venimeux ou bien d'araignées qui sont vivantes, vous ne bronchez même pas. On pourrait quasiment croire que je vous décris le fameux personnage de Michael Myers du film Halloween, qui semble assez froid. Mais en fait, non, je vous parle d'une gentille dame qui est atteinte d'une maladie qui est extrêmement rare, qui porte même pas de nom, dont le résultat est ce fameux pouvoir, donc celui de ne jamais avoir peur. Mais comment ça, c'est possible, Fiacrenstein? Dans Harry Potter, cette dame dont tu parles avait subi des lésions graves des 2 amygdales. Donc, alors, quand je parle d'amygdales, je parle d'amygdales du cerveau. Ce ne sont pas les mêmes amygdales que celles qui sont au fond de votre bouche et qui s'enflent lorsque vous commencez une grippe. Donc, je vous parle des amygdales, ce sont des petites régions en forme d'amande qui sont en plein milieu du cerveau. Leur rôle central est de traiter les émotions, en particulier la peur, et de gérer la mémoire émotionnelle en quelque sorte. En fait, comment ça marche exactement les amygdales? Faut savoir déjà que toute l'information qui passe dans le cerveau doit passer par une région qu'on appelle le thalamus. Donc, vous pouvez vous imaginer, là, c'est un petit peu comme la secrétaire du cerveau qui va rediriger les informations au bon endroit du cerveau. Par exemple, si vous voyez de la lumière, cette information-là va être dirigée par le thalamus à votre cortex visuel, puisque c'est quelque chose que vous voyez. Donc, vous allez traiter l'information visuelle dans votre cortex visuel. Mais dans le cas où, par exemple, de manière répétée, vous auriez entendu, par exemple, un détecteur de fumée sonner à cause d'une odeur de brûlé qui vous a fait sursauter, à chaque fois que vous allez sentir une odeur de brûlé dans le futur, dans votre maison, c'est le genre d'information que le thalamus va envoyer justement aux amygdales. C'est ce qui fait en sorte justement que quand le détecteur de fumée va ressonner une autre fois, vous allez avoir une réaction immédiate de danger dans votre cerveau. Donc, c'est justement les amygdales qui ont enregistré comme information que détecteur de fumée qui sonne égale danger.
J'aimerais vous donner un autre exemple un peu plus personnel, donc concernant ma grand-maman, puis peut-être même que certains de nos auditeurs ont déjà vécu quelque chose de semblable. Donc ma grand-mère, quand elle était toute petite, elle avait environ 3 ans, puis elle était dans la ferme familiale, puis elle s'est fait courir après par un coq. Et cet événement-là, ça l'a vraiment traumatisée, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, peu importe l'animal qu'elle va croiser, mais surtout les chiens, les chats, ça va faire en sorte qu'elle va développer vraiment une très grosse peur face à ces animaux. Et justement, c'est parce que ces amygdales, qui sont le siège de la mémoire émotionnelle, ont enregistré cet événement-là comme un événement traumatisant. Donc, la simple vue d'un animal va venir réactiver son émotion de peur qu'elle a vécue auparavant. En résumé, ce que moi j'aimerais que vous puissiez retenir à travers le partage de Dali, c'est que les amygdales, c'est un peu comme une alarme intérieure. Sans elle, on ne saurait pas reconnaître le danger ni apprendre de nos expériences. Donc, en gros, c'est quoi? Si la prochaine fois vous sursautez, rappelez-vous alors que ce sont vos amygdales qui ont fait leur travail. Nous tendons progressivement vers la fin des différents sujets proposés pour ce spécial Halloween. Mais pour ce dernier segment, imaginez-vous en train de marcher dans une forêt tranquillement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire des randonnées, qui aiment se prendre une marche. Imaginez-vous marcher tranquillement dans une forêt. Et soudainement, vous êtes attiré vers un arbre en particulier. Sans trop comprendre ce qui se passe, vous vous rapprochez de cet arbre. Plus vous vous rapprochez, plus vous voulez perdre le contrôle de votre corps. Arrivé au pied de l'arbre, vous ressentez le besoin de grimper sur l'arbre. À peine avez-vous commencé à grimper que vos muscles ne bougent plus. Vous êtes paralysé. Alors vous sentez une forte pression dans votre tête et vous perdez connaissance. Mais quel bon début de film d'horreur ce serait, Lali. Je sais pas si j'ai bien raconté l'histoire, mais heureusement, ce n'est que de la fiction. Ce n'est que de la fiction, mais de la fiction pour nous, les humains, car en réalité, cette situation est vécue par un autre organisme sur Terre, les fourmis. Des chercheurs ont remarqué que certaines fourmis des forêts tropicales ou des forêts tempérées devenaient possédées, comme une forme de possession, un peu comme dans notre histoire qu'on a racontée, qu'on espère effrayante. Mais comment cela est-il possible, Harry Potter? En fait, ce que tu décris, c'est un phénomène qui se passe justement chez la fourmi qui est infectée par un champignon qu'on appelle Ophiocordyceps unilateris. Bon, pour la suite du balado, on va l'appeler seulement le champignon zombie, qui est d'ailleurs le surnom que les chercheurs vont lui donner. Vous devez savoir que le moyen de reproduction de la plupart des champignons, c'est de relâcher ce qu'on appelle des spores. Puis dans le cas de ce champignon zombie, en fait, les spores vont se fixer sur l'exosquelette d'une fourmi. Donc l'exosquelette, c'est un petit peu l'équivalent de notre peau. Et ça va ensuite pénétrer à l'intérieur de la fourmi. Puis à ce moment-là, c'est déjà trop tard. La fourmi, elle est condamnée. En fait, le spore va se diriger vers le cerveau de la fourmi, puis va prendre contrôle de son comportement. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur le genre de comportement que la fourmi va adopter? L'infection de la fourmi par notre champignon zombie va pousser la fourmi assez loin de sa colonie et à grimper sur une tige ou une plante jusqu'à atteindre une hauteur d'environ 25 cm. Je dis 25 cm parce que c'est vraiment précis. C'est précis pourquoi? Parce que c'est à cette hauteur exacte que la température et l'humidité sont parfaites pour que le champignon puisse se développer à l'intérieur même de la fourmi. C'est à ce moment que la fourmi va mordre la feuille ou la tige sur laquelle elle est pour rester agrippée à cet endroit. Et il ne lui reste plus qu'à attendre de mourir. La fourmi est comme réellement possédée par ce champignon zombie-là. Et en fait, ce qui va se produire après la mort de la fourmi, comme les conditions de température puis d'humidité sont optimales, le champignon va pouvoir grandir dans le corps de la fourmi. Et c'est là qu'on va observer ce qu'on appelle le stipe du champignon ou le pied du champignon qui va se mettre à sortir du cadavre de la fourmi jusqu'à atteindre une certaine hauteur. Et puis quand il va être assez grand, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir relâcher d'autres spores pour infecter d'autres fourmis puis continuer justement son cercle vicieux. On en profite pour vous recommander une courte vidéo, environ 5 minutes, qu'on retrouve sur YouTube, sur la chaîne de National Geographic, qui ont filmé avec vraiment des très belles caméras ce phénomène chez la fourmi. Puis la narration aussi de la vidéo est vraiment très bien faite, donc je vous garantis que vous allez avoir des frissons. Donc on vous la recommande fortement. Le lien va être en description. Un petit fun fact assez drôle que certaines personnes pourraient connaître déjà, ce fameux champignon zombie est le même organisme qui a inspiré le champignon qui infecte les humains dans le jeu vidéo et la série télévisée The Last of Us. Mais ne paniquez pas, ce n'est que de la fiction. Notre température corporelle est beaucoup trop haute pour ce genre de champignon. Et aussi la complexité de notre système immunitaire rend l'infection par ce champignon zombie impossible chez l'humain. Donc, en tout cas, du moins pour l'instant, on ne sait pas encore. Voilà, chers auditeurs et auditrices, notre voyage effrayant dans la nature pour Halloween tire à sa fin.
C'est un peu les différents sujets qu'on a voulu vous proposer pour ce spécial Halloween. On espère vraiment qu'entre toile d'araignée, corbeau funéraire, amygdale, champignons zombies, vous avez remarqué à quel point la nature peut parfois être encore plus effrayante que les films d'horreur. Pour finir cet épisode spécial Halloween, on avait un petit mini-jeu pour vous. En fait, on a envie de vous faire écouter le bruit d'un animal qui est assez effrayant. Puis en fait, on aimerait ça savoir, est-ce que vous auriez une idée de quel animal se cache derrière ce bruit-là? Peut-être qu'on a parmi nous des amateurs de faune qui vont reconnaître le bruit, mais pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée, je vais quand même vous donner un petit indice. C'est un animal qu'on peut retrouver ici même en Mauricie, mais qui est quand même assez difficile à observer. Donc, on va vous faire écouter le son. Puis ce que vous pouvez faire, c'est nous laisser un commentaire sous les publications pour nous donner vos idées. Est-ce que ce son vous évoque quelque chose? Laissez ce à quoi vous pensez en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre épisode spécial Halloween. C'était Fiacre Einstein et Dali Potter. Au revoir tout le monde.